J'étais déprimée parce que j'avais mal, et non l'inverse. Avez-vous une maladie ou un trouble psychologique qui vous a été diagnostiqué trop tard dans votre vie? Cela se produit constamment chez les personnes ayant des maladies auto-immunes. Je n'ai pas reçu de diagnostic formel, mais les médecins m'ont suggéré plusieurs diagnostics potentiels différents, de l'arthrite à la maladie de Lyme. Ils pensent tous savoir ce que c'est, mais chacun donne un diagnostic différent. Très souvent, le bon diagnostic arrive bien trop tard dans la vie des patients, la plupart des fois quand les dommages sont irréversibles. C'est épuisant, car vous devez consacrer de l'énergie à faire des traitements, alors que vous ne savez pas vraiment ce qui ne va pas chez vous. On ne m'a pas administré de traitement qui m'a fait du mal ou quelque chose du genre, mais je ne fais plus confiance aux médecins, ce qui rend difficile la collaboration avec tout professionnel de la santé. Quand j'étais plus jeune, je me sentais tout le temps faible et j'avais des maux de tête intenses après avoir joué un peu dehors. Les médecins pensaient que mon taux de glycémie était trop bas quand je jouais et ils me suggéraient de boire des choses sucrées après le sport comme du Oasis. Quelques années plus tard, après avoir passé des semaines à l'hôpital, ils ont découvert que j'étais un jeune diabétique de type 1 avec une glycémie si élevée que la machine ne pouvait pas la lire. Je pensais que tout le monde était tout le temps anxieux. Je l'avais normalisé et je pensais que les autres arrivaient simplement à le contrôler. J'étais loin de me douter que ma définition de l'anxiété n'était pas du tout normale. C'était quelque chose qui m'écrasait l'âme et limitait ma vie de tous les jours. Chaque fois que je devais sortir de chez moi, j'avais l'impression qu'on me menaçait avec une arme, mais je me disais que tout le monde devait ressentir ça. J'ai réalisé cela après avoir eu le courage d'en parler avec ma copine. Je suis allée voir un psychologue et en effet, j'ai appris que les crises de panique, les évanouissements et les vomissements ne sont pas une réaction normale à des situations inconfortables. Après des années de travail, je dirais que je vais bien. J'ai trouvé des méthodes pour faire face et je ne suis plus dépendant des médicaments. Plus je fais face à des défis, plus j'ai envie d'en relever. Symptômes, perte d'audition et crise de vertige extrême. J'ai passé 6 IRM. Plusieurs neurologues m'ont dit qu'il n'y avait pas de tumeur et que tout semblait aller bien. En l'espace d'1 an, je suis devenue complètement sourde d'une oreille, les crises de vertige ont empiré et mon équilibre n'était pas du tout normal, j'arrivais à peine à marcher droit. Quand j'ai déménagé, je me suis dit que je devrais aller voir un autre médecin. J'ai demandé des copies des 6 IRM pour les montrer à mon nouveau neurologue. Il a tout de suite vu une tumeur grandir dans chaque scan que j'ai passé cette année-là. J'ai subi une radiothérapie et une chirurgie du cerveau pour l'enlever, mais les dommages permanents étaient faits à cause du premier médecin qui ne savait pas lire des scans. Surdité d'une oreille, et perte totale de l'équilibre d'un côté à vie à cause d'un mauvais diagnostic. Je me suis réveillée au milieu d'une sieste en m'étouffant avec mon propre larynx. Cela a déclenché un arrêt de travail de près d'1 mois, m'obligeant à dormir assis pour essayer d'éviter d'autres crises. C'était comme des crises d'asthme, mais les inhalateurs nébuliseurs ne faisaient rien. Je suis allée aux urgences 1 fois, à la clinique sans rendez-vous 2 fois et je n'ai jamais pu voir un médecin, seulement des assistants médicaux, qui ont tout deviné ce que j'avais, m'ont jeté quelques ordonnances et m'ont mis à la porte. 10 ordonnances, pour être exact, entre les comprimés, les inhalateurs, les nébuliseurs, les sprays nasaux, les sirops, etc. Finalement, une dame de notre église qui était une vraie médecin m'a rendu visite, s'est assise, a vraiment examiné mes symptômes et est rentrée chez elle pour faire des recherches. Il s'est avéré que j'avais des laryngospasmes, une maladie modérément rare. Il s'est aussi avéré qu'une seule de ces prescriptions est vraiment efficace contre les laryngospasmes. J'ai fini par m'en sortir avec une méfiance encore plus profonde à l'égard du système médical, ainsi qu'une plus grande appréciation des professionnels qui aiment vraiment leur métier et qui sont là pour vous aider et non faire de l'argent. Je cherchais un diagnostic, sachant que quelque chose n'allait pas chez moi et supposant qu'on me diagnostiquerait une sorte de trouble anxieux si je serais allée chez un psychiatre. J'ai quand même décidé d'aller. Après m'avoir parlé pendant 5 minutes, le psychiatre m'a dit « Je pense que vous avez le syndrome d'Asperger ». Je ne connaissais rien à l'autisme et j'étais très sceptique, puis j'ai passé des tests et ils l'ont confirmé. J'étais encore un peu sceptique, seulement parce que je savais très peu de choses sur l'autisme et que le psychiatre n'avait pas donné beaucoup de détails. Plus tard, j'ai décidé de chercher sur Google les mots « autisme », « Asperger » et j'ai trouvé une liste de symptômes correspondant à des choses que j'avais ressenties depuis toujours.
J'ai ensuite découvert un forum pour des personnes souffrant de ce syndrome, et après environ 3 heures de lecture, je me suis retrouvée les larmes aux yeux, parce que je lisais l'histoire de ma vie à travers celle d'autres personnes. Je n'étais pas vraiment triste ou content, c'était juste une émotion à l'état pur, parce que pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas seule. J'avais 15 ans quand j'ai fait un voyage scolaire au Japon. Pendant ce voyage, je n'ai jamais été aussi stressée et anxieuse de ma vie. Le fait de ne pas avoir la même routine, les mêmes produits, les mêmes interactions me faisait sentir très mal. Quand je suis revenue, je suis tombée dans une profonde dépression. Quelques années plus tard, j'ai décidé de consulter un psychologue, et ma mère m'a accompagnée. Au départ, ils n'ont parlé que de la dépression et de l'anxiété, jusqu'à ce que ma mère fasse une remarque sur mon aversion pour le regard des autres. Je n'aime pas regarder les personnes dans les yeux. Elle lui a posé des questions sur l'autisme. J'ai immédiatement été orientée vers un spécialiste qui, après quelques tests, a reconnu que oui, j'étais autiste. Ils ont dit que mon anxiété et ma dépression venaient aussi de là. J'ai eu des fortes douleurs partout sur mon corps toute ma vie. On m'a diagnostiqué une dépression qui se manifestait par des douleurs physiques. J'ai récemment découvert que j'avais en fait le syndrome d'Ehlers-Danlos, qui est une maladie héréditaire caractérisée par une fragilité généralisée des tissus. J'obtiens donc enfin le soutien dont j'ai besoin. Dieu merci. J'étais déprimée parce que j'avais mal, et non l'inverse. Le fait que les médecins ne m'aient pas cru pendant si longtemps et m'aient traitée comme une addicte aux antidépresseurs n'a fait qu'empirer mon cas. Croyez-le ou non, je pensais être en parfaite santé mentale, puisque j'ai été comme ça toute ma vie, jusqu'à ce que je rencontre ma femme. Elle a pris note de mes oublis, de mon bégaiement, de mes mots mal assortis et de mes accès de colère venant de nulle part. Cela dit, j'ai passé des tests et on m'a diagnostiqué un trouble de l'attention et un trouble de la personnalité borderline. J'ai eu une crise de panique quand une chanson est passée à la radio. La chanson jouait pendant un événement traumatisant de ma vie, et après avoir réussi à me calmer, j'ai pensé, ce n'est pas comme ce qui se passe dans les films quand un vétéran de guerre entend un feu d'artifice. Après un rendez-vous chez le psychiatre, j'ai appris que je souffrais de stress post-traumatique. Quand ma grand-mère était plus jeune, elle a été diagnostiquée à tort comme ayant une maladie assez rare qui détériore les nerfs. En l'espace de 2 semaines, elle est passée du stade où elle était pleine d'entrain, préparée à manger pour toute la famille, se lavait, une personne normale, à celui de paralysée. Deuxième diagnostic, elle avait un nerf coincé dans le cou, mais parce qu'il était passé inaperçu, le dommage n'a été réparé qu'à 40%. Elle utilise maintenant une chaise roulante et ne peut presque rien faire seule. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo. Vous pouvez aussi partager vos propres histoires en commentaire et suggérer des thèmes pour les prochaines vidéos.